Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel expresso de format 15 minutes. Je suis Julien D'Alessandro, responsable commercial chez Engie Entreprises et Collectivités, et j'ai le plaisir d'animer cet expresso avec Quentin Delisle, notre sales trader. Salut Quentin, comment vas-tu? Bonjour Julien, je suis ravi de te retrouver. Je vais très bien, merci. Alors, si vous avez des questions, avant tout, n'hésitez pas à le faire sur le chat. Soit nous pourrons y répondre en fin d'expresso, soit nous vous contacterons ultérieurement, donc après l'expresso. L'objectif aujourd'hui est de vous apporter des informations sur les marchés de l'énergie et de vous aider sur la façon d'acheter son énergie juste avant cette entrée en hiver. La dernière fois que je suis intervenu, c'était début juin, avant les vacances d'été, donc j'avais pas ce petit mal de gorge. Mais c'était surtout avant l'incroyable flambée des prix du mois d'août. Donc pour rappel, le 26 août, on a quand même atteint des sommets avec une valeur à 1130 € du mégawattheure sur l'électricité et 297 € du mégawattheure pour le gaz. Depuis, heureusement, le marché s'est calmé, mais reste tout de même très très élevé. Pour le moment, on a été préservé par la météo, et tant mieux. Les températures ont été au-dessus des moyennes saisonnières en octobre et en novembre, et cela a participé à la baisse des prix de marché. Mais attention, prudence, cela pourrait se retourner. D'ailleurs, on le voit déjà ce matin, on a eu une hausse très très importante d'une trentaine d'euros comme ça sur les marchés, principalement due à cette raison-là. On pourrait donc rentrer en hiver assez rapidement. Alors, dans le passé, on avait des années un peu plus standards où nous avions l'habitude de se donner rendez-vous à la sortie du printemps et à la sortie de l'hiver, pardon, au printemps. Et on se disait, bah, c'est à ce moment-là le meilleur moment de l'année. On a les meilleures conditions tarifaires. Donc, on se donne un rendez-vous à ce moment-là pour contractualiser. Mais depuis 2021, on constate des choses complètement différentes. Le scénario est différent depuis 2 ans. En début de l'année, avec les prix les plus bas, puis le marché grimpe jusqu'à exploser en plein été, au mois d'août. Et en fin d'année, les marchés rebaissent un peu, mais sont toujours beaucoup plus élevés qu'en début d'année. Donc ça, c'est un scénario qui est un peu différent. On a beaucoup moins l'habitude de le voir en temps normal. Alors voilà, Quentin, moi après ces 2 années consécutives de hausse, je me demande, peut-on imaginer que ce scénario finalement se reproduise en 2023? Eh bien, Julien, il y a une probabilité que l'on puisse retrouver effectivement un scénario de ce type, c'est-à-dire des prix bas au début de l'année et des prix hauts peut-être le reste de l'année. Effectivement, tu viens de le dire, c'est qu'on a vécu 2021 avec du coup des prix bas en début d'année et des prix hauts à la fin de l'année. 2022, c'est un peu ce que l'on vit aujourd'hui. Si on remonte même un peu plus en arrière, on pouvait regarder que ça se passait par exemple sur les années paires. On avait presque l'impression que c'était une espèce de chose qui pouvait se rappeler finalement au marché que certaines années, finalement, mieux valait acheter en hiver qu'en été. Et là, finalement, l'année 2021, l'année impaire, et finalement nous a montré le contraire, que ça pouvait aussi arriver à n'importe quel moment. Et cela s'explique toujours par différentes raisons qu'il faut pouvoir considérer au fur et à mesure du temps et analyser. Alors, tu as fait un petit look back du coup sur ce qu'on a vécu cet été et depuis même le début de l'année avec la crise russo-ukrainienne. Cet été, la crise de liquidité, c'est-à-dire les difficultés à aller pouvoir performer des hedges sur le marché, de faire des fixations, de transacter. On a même vu des arrêts et autres. On est revenu justement sur ce genre de choses dans les précédents expressos. Donc, on a vécu une année 2022 très très particulière. Cette fin d'année s'annonce aussi assez particulière. Là encore, ce matin à la radio, nous entendions que le bilan de cette année nous montre qu'on a une année extrêmement chaude par rapport aux années qu'on a vues par le passé. On a eu un été très sec, on a eu un début d'hiver extrêmement chaud, puisque le mois d'octobre a entraîné des anomalies de température record, plus 5 degrés au-dessus des normales températures, ce qui nous a complètement fait décaler l'entrée directement en hiver pour allumer le chauffage, on va dire, et donc ralentir les consommations.
là, actuellement, depuis quelques heures maintenant, on entend énormément parler de délestage, de coupures et ainsi de suite entre les différents messages du gouvernement qui sont envoyés aux différentes instances au niveau régional et autres par rapport au mois de janvier. Effectivement, pour l'instant, on commence à apercevoir des pointes de froid déjà pour la mi-décembre et on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé pour du coup le reste de l'hiver, c'est-à-dire janvier, février. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on a eu du coup, on parlait du coup de c'est une température en faveur du marché qui a amené une baisse. On a eu aussi également un retour de certaines centrales nucléaires, donc une situation sur nucléaire un peu meilleure que celle que l'on avait encore il y a 2-3 mois. Il est encore incertain de savoir dans quel état on aura finalement notre parc nucléaire disponible au 1er janvier. Également, quand on a un ciel assez chargé en nuages, comme on en a du coup depuis 48 heures, également la production solaire est relativement faible et du coup, il faut compenser le renouvelable. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi le gaz au niveau du spot qui finalement remontait aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on soutirait potentiellement de stockage de gaz pour pouvoir aller produire de l'électricité à partir de nos centrales à gaz qui coûtent plus cher que le renouvelable ou que le nucléaire. Donc, globalement, une fin d'année aussi qui peut être encore intense, je pense, dans les prochaines semaines. Ce qu'il faut aussi également voir, c'est qu'on parlait de l'anticipation que l'on avait sur 2023. Le fait d'aller sur un hiver que l'on va potentiellement pouvoir passer correctement avec un taux de remplissage et de stockage qui est très bon. Attention, évidemment, à l'électricité, comme on vient d'en parler. Mais il faut aussi anticiper le fait que, comme tu disais, au printemps, lorsqu'on reprenait contact par le passé pour pouvoir souscrire des offres, eh bien, il va falloir remplir ces fameux stockages, sachant que nous n'aurons pas les flux russes comme nous l'avons eu contrairement cette année. Il faut bien voir qu'on le rappelle, les flux russes ont commencé à se stopper à partir de la fin août à la moitié environ, on va dire, et à la fin juillet, excusez-moi, et à partir de la fin août, début septembre, les flux russes sont totalement arrêtés via les gazoducs Nord Stream 1 et ainsi de suite. Également ces derniers qui n'ont pas encore été réparés suite aux explosions que l'on a connues en septembre. Donc, beaucoup d'incertitudes concernant le remplissage des stockages, les flux que l'on aura, également sur l'été prochain. Est-ce qu'on aura un été sec comme on l'a connu aujourd'hui? Ce qu'il faudrait mieux pour le marché, c'est finalement un peu plus un été moins sec et plus pluvieux, de façon à ressourcer les réserves hydroélectriques et ainsi de suite pour la production renouvelable. Donc, une année 2023 sous le signe de l'incertitude, aussi incertitude au niveau du réglementaire. Et donc, on pourrait retrouver ce système-là d'avoir des prix relativement bas en fonction de ce que l'on va vivre cet hiver et potentiellement aussi sur le reste de l'année pour cette année 2023. Ok, donc merci Quentin pour ces éléments. Donc par rapport à ça, oui, on note qu'une année 2023 risque d'être pleine d'incertitudes, donc pas toujours évidente pour les entreprises de réaliser les achats d'énergie. Bon, une chose est sûre, c'est que je dirais que pour les entreprises qui sont en fin de contrat au 31/12/2022, il est déjà un peu tard en termes de timing, mais je pense qu'il ne faut plus attendre forcément. Il faut finaliser, il faut faire son contrat donc assez rapidement pour éviter une hausse rapide. Et d'ailleurs, ce matin, il y a eu une hausse assez importante sur les marchés. Donc voilà, ne pas attendre. Et pour les autres entreprises qui ont une échéance plus lointaine, dans un contexte comme celui-ci, assez incertain, il est toujours préférable de partir sur des offres indexées, donc qui permettraient d'acheter son énergie à différents moments. Et pour cela, nous, on a des plateformes digitales, par exemple, des outils qui permettraient de le faire et de suivre vraiment tous les jours, d'avoir des cotations, d'effectuer les achats en plusieurs fois et donc d'avoir une cible budgétaire. La chose qu'on répète aussi depuis, si jamais 2023 s'avère être identique, en termes de scénario à 2022, c'est de ne pas rester exposé, toute l'année à ce marché à risque et donc de prendre des positions à certains moments et cela assez tôt parce que bien souvent, on se rend compte que c'est en début d'année que les prix finalement sont les plus intéressants de l'année. Donc pour cela, ce qui est certain, c'est qu'il faut rester toujours en contact avec son responsable commercial. Faites régulièrement le point sur les marchés de l'énergie.
Alors, on est toujours en période, on est en marché dit backwardation, c'est-à-dire que les années les plus lointaines sont plus chères que les précédentes. Alors, Quentin, dans ce contexte, pour les périodes après 2023, quelles seraient les perspectives marché à date? Eh bien, Julien, comme tu le dis, le marché est en backwardation. Donc, globalement, ce qui veut dire que quand on achète sur les 3 années qui suivent, on achète déjà moins cher que l'année 2023 toute seule. Pour 2024-2025, effectivement, il y a encore plus de temps. Et le marché price d'une certaine façon, quand on dit qu'il price, c'est-à-dire qu'il attribue un prix à ces années futures en fonction de ce que l'on connaît aujourd'hui sur le marché et les différentes modalités, les fondamentaux que l'on connaît aujourd'hui, et comment cela pourrait évoluer. Eh bien, le marché estime que globalement, il y a des primes de risque qui pourraient finalement diminuer par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire potentiellement une meilleure disponibilité du nucléaire, potentiellement plus de flux de gaz, potentiellement plus de GNL ou ce genre de choses qui pourraient se mettre en place. On l'a vu récemment, par exemple, le gouvernement allemand a mis en place la création d'une structure de GNL flottant de façon à récupérer du GNL. Attention, il y a toujours la compétition entre l'Asie et l'Europe pour récupérer ces fameuses cargaisons de GNL. Actuellement, l'Asie est encore un peu à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il en sera dans les prochaines années? Cela, bien sûr, évidemment, on ne le sait pas tout de suite. Mais également, ce qu'il faut voir, c'est que dans le futur, on aura le développement de plusieurs unités de liquéfaction à travers le monde. On va sécuriser du coup des flux avec d'autres contrats d'approvisionnement et ainsi de suite. Et donc, le marché, il trouve une certaine il est rassuré en soi. Et c'est pour ça qu'on le voit plus faible. Évidemment, si l'année 2023 est tendue et que finalement on se rend compte que les effets qui tendent cette année-là vont perdurer, et 24-25 pourraient voir leur prix augmenter. On a déjà vu d'ailleurs les prix de 2024 augmenter, cet été, avec une certaine marche, on va dire un saut de prix directement, en se rendant compte que la fin d'année 2022 est déjà compliquée pour le 2023, et on a vu un saut de prix sur 2024. Donc, globalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'actuellement, effectivement, les prix sont moins chers. On ne dit pas forcément qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier et tout contractualiser tout de suite, parce qu'il est encore très incertain. On a évoqué précédemment déjà les récessions potentielles aussi, voire leur influence sur les prix des marchés. Mais il faut rester vigilant, anticiper et potentiellement commencer à acheter en fonction des conditions de marché au quotidien. Ok, merci. Oui, donc tout à fait. Donc par rapport à ça, ça pourrait être déjà intéressant de prendre quelques positions sur des maturités un peu plus lointaines, sur 2025-26 par exemple, notamment en gaz, où on peut voir que on a des tarifs qui sont quand même acceptables par rapport aux meilleurs prix qu'on pouvait avoir dans le passé. On n'est pas si loin. Donc, bon, pourquoi pas prendre des 25%, 50% de position sur ces années-là pour sécuriser, toujours pareil, et éviter que on se retrouve dans un scénario comme on a eu cette année où on soit contraint d'acheter à un prix très très élevé. Alors, côté réglementation, on entend souvent parler en ce moment, depuis plusieurs mois, de nouvelles mesures, nouvelles propositions, mais tout ne semble pas vraiment aboutir car un consensus n'est pas trouvé entre les pays européens. Donc, Quentin, est-ce que tu as des nouveaux éléments à nous communiquer sur le sujet? Alors, sur la réglementation, effectivement, c'est un peu le feuilleton, j'ai envie de dire, depuis septembre dernier. Septembre dernier, le mois de la réglementation au niveau de l'électricité, on attendait quasiment toutes les semaines des conseils au niveau conseil des ministres de l'énergie, conseil de sécurité, de sûreté, et ainsi de suite au niveau français, européen, et ainsi de suite, de voir qu'est-ce que finalement le gouvernement peut faire face à l'envolée des prix sur les marchés de gros. On a eu la mise en place de la taxe sur les super profits du renouvelable, c'était le fameux 180 € du mégawattheure qui serait taxé du coup par l'État auprès des unités productrices d'électricité dites décarbonées, donc renouvelables, nucléaires et ainsi de suite. Donc globalement, cela va se mettre en place. D'ailleurs, c'est en train de se mettre en place d'ailleurs depuis quelques heures maintenant. Concernant le gaz, on s'attendait à plus de choses concernant le mois de novembre. Finalement, on a vu un décret sortir il y a quelques jours encore sur une modalité pour bloquer finalement le prix du coup du M+1 TTF. Et attention, on parle bien du Month-Ahead TTF. Et pour se déclencher ce mécanisme-là, il faudrait des conditions qui n'ont jamais été encore observés sur le marché. Donc, pour l'instant,
le marché ne considère pas tellement finalement cette mise en place. Il y a encore une nouvelle réunion qui devrait arriver d'ici le 13 décembre. Et donc, il faudra encore une fois surveiller l'activité des marchés aux alentours de cette date-là pour voir ce qui pourrait se passer. Alors Julien, je vois qu'on on arrive quasiment à la fin de cet expresso. On a l'habitude avec Marc de prendre quelques questions. Du coup, on en a justement dans le chat. Peut-on donner des précisions concernant les dates de l'arène? Alors oui, vas-y. Je t'en prie. Alors a priori, les dates de sortie de l'arène, donc c'est d'après les, je pense qu'on sera dans les prochaines heures, finalement le taux d'écrêtement, le fameux taux d'écrêtement qu'on attend, et puis les jours suivants, des volumes complémentaires donc seront rachetés voilà, pour compléter les volumes écrêtés. Très bien, merci pour cet éclairage concernant cet écrêtement qui va tomber très très rapidement. Une autre question sur les nouvelles de Nord Stream. Alors, ce qu'il faut voir, donc on l'a rappelé vite tout à l'heure, c'est que globalement Nord Stream avait été du coup impacté par les explosions. On parle aussi dans la presse aussi de sabotage. Ça touche Nord Stream 1 qui était en activité et Nord Stream 2 qui n'était pas encore en activité. Ces dernières ont subi des gros dommages et donc il est très difficile de savoir quand est-ce que ces derniers pourraient revenir sur le marché. Donc pour l'instant, très peu d'informations et très peu de certitude de pouvoir revoir venir des flux de gaz dans ces conduits d'ici peut-être l'année prochaine. Je pense qu'on en a fini pour ces questions. Je te laisse la conclusion, Julien. Non, mais merci beaucoup. Je vous remercie pour cette écoute. J'espère que finalement cet expresso vous aura aidé. Les autres questions, on reviendra vers vous si vous nous laissez bien sûr vos coordonnées. Voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Voilà. Au revoir. Au revoir.